Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de mécanique de Terminal S qui porte sur le travail et l'énergie mécanique. Alors au menu de ce cours, nous verrons dans un premier temps ce qu'est le travail d'une force et puis nous verrons la conservation de l'énergie mécanique. Alors nous allons commencer ce cours par l'étude d'un pendule. Un pendule en mécanique, c'est tout simplement une masse qui est suspendue à un fil. Et lorsqu'on écarte cette masse de sa position d'équilibre, elle va se mettre à osciller. Pour réaliser cette étude, nous allons nous intéresser à trois positions particulières du pendule. Donc sa position initiale au point de départ, sa position d'équilibre, et puis sa position lorsqu'il est au plus haut, symétrique à sa position de départ. Alors nous allons noter h la hauteur à laquelle on a lâché le pendule, et puis on va noter aussi v, la vitesse maximale, qui correspond au passage du pendule à sa position d'équilibre. Regardons maintenant ce qu'il se passe du point de vue énergétique. Intéressons-nous dans un premier temps à l'énergie cinétique. À l'instant initial, la vitesse du pendule est nulle, donc son énergie cinétique sera nulle. Et puis, il va gagner de la vitesse pour atteindre sa vitesse maximale à son passage à sa position d'équilibre. Puis son énergie cinétique va diminuer jusqu'à devenir nulle de nouveau. Intéressons-nous maintenant à l'énergie potentielle de pesanteur de ce pendule. À l'instant initial, du fait de son altitude, ce pendule possédera une énergie potentielle de pesanteur égale à mgh. Cette énergie potentielle de pesanteur va diminuer jusqu'à devenir nulle à son passage le plus bas. Et son énergie potentielle de pesanteur va augmenter de nouveau lorsque le pendule va reprendre de l'altitude. Donc vous voyez bien ici qu'on a une conversion de l'énergie potentielle en énergie cinétique, puis de l'énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur. Nous avons aussi défini l'année dernière l'énergie mécanique, qui est en fait donc la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. La question que l'on peut se poser maintenant est de savoir pourquoi et en fait comment l'énergie potentielle de pesanteur va se transformer en énergie cinétique. En fait, le mouvement du pendule est dû aux forces qui sont appliquées à ce pendule. Alors, si on fait le bilan des forces, nous avons le poids, bien sûr, et puis la tension du fil. C'est donc l'effet de ces forces sur le système qui va permettre la conversion donc, de l'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique. Et en mécanique, ce que l'on appelle l'effet d'une force, en fait, c'est le travail. Donc nous allons voir tout de suite ce qu'est le travail d'une force. En terminal S, nous ne verrons que le travail d'une force constante. Alors le travail d'une force, en fait, c'est un transfert d'énergie par l'intermédiaire d'une force. Alors voyons cela à travers un exemple. Voici un objet qui va se déplacer d'un point A à un point B. Sur cet objet s'applique une force qui fait un angle θ par rapport à son déplacement. Le travail de cette force, nous allons noter donc W AB, puisque l'objet se déplace de A vers B, de la force F. Par définition, ce travail est égal au vecteur force scalaire, le vecteur AB, le vecteur déplacement. Le produit scalaire entre ces deux vecteurs peut aussi s'écrire F fois AB fois cosinus θ, l'angle en fait entre le vecteur F et le vecteur déplacement AB. Dans notre exemple, le vecteur force fait un angle θ inférieur à 90 degrés par rapport au vecteur déplacement AB, ce qui veut dire que le cosinus de l'angle θ sera positif. On aura donc un travail positif. Et ce travail, nous allons l'appeler travail moteur. Pourquoi peut-on qualifier ce travail de moteur? Si vous regardez la force qui s'applique sur le système, elle est orientée dans le même sens que le déplacement. Elle va donc apporter de l'énergie au système pour se déplacer du point A au point B. On vient de voir que le travail d'une force constante était un transfert d'énergie. Donc ce travail sera noté en joules.
Une petite remarque, si l'on prend des chemins différents pour aller du point A au point B, eh bien l'expression du travail de cette force constante reste la même. Eh bien c'est ce qu'on appelle donc une force conservative. Autrement dit, le travail d'une force conservative ne dépend pas du chemin suivi. Prenons un deuxième exemple. Dans ce cas-là, la force fait un angle qui est supérieur à 90 degrés par rapport au vecteur déplacement. Donc l'expression du travail reste la même. La seule chose qui va changer, c'est que le cosinus de l'angle θ sera négatif. Donc ici, le travail sera négatif. Eh bien, ce travail, on va l'appeler un travail résistant. En effet, on voit bien que la force va s'opposer au déplacement du système. Et donc, elle va donc absorber de l'énergie. Et enfin, troisième exemple, lorsque la force va former un angle de 90 degrés par rapport au déplacement. Et bien dans ce cas-là, le cosinus de l'angle sera égal à 0. On aura donc un travail nul. La force ne va ni apporter ni absorber de l'énergie au système au cours du déplacement. Si l'on reprend l'exemple de notre pendule, nous pouvons voir que en fait, la tension du fil est toujours perpendiculaire au déplacement du pendule. Ce qui fait que le travail de cette force, il sera nul. Et donc, les transferts d'énergie ne seront dus qu'au travail du poids. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, prenons un objet qui est soumis à son poids et imaginons donc qu'il va se déplacer du point A au point B. Donc, on va pouvoir noter l'expression du travail du poids. Donc, c'est P scalaire AB. Notons θ, l'angle fait par le vecteur P par rapport au vecteur déplacement AB. On peut donc écrire que le travail du poids est égal à P fois AB fois le cosinus θ. Complétons notre schéma en faisant apparaître l'altitude. On va donc pouvoir repérer l'altitude ZA du point A, l'altitude ZB du point B. On va donc voir apparaître ici un triangle rectangle dont AB est l'hypoténuse. L'expression AB cos θ correspond donc en fait au côté adjacent de l'angle θ. Ce côté adjacent, on peut l'écrire autrement, en fait, c'est ZA moins ZB. Donc notre travail du poids, on va pouvoir l'écrire P facteur de ZA moins ZB. On peut remplacer P par mg, on a donc mg facteur de ZA moins ZB. On voit que ZA est supérieur à ZB, on aura donc un travail qui sera positif. En effet, lors du déplacement de A à B, P fournit bien un travail qui est moteur, il va fournir de l'énergie au système. Calculons maintenant le travail du poids lorsque le système se déplace de B vers 1. Eh bien, il suffit d'inverser, de permuter ZA et ZB. On a donc l'expression mg facteur de ZB moins ZA. Et dans ce cas-là, nous avons un travail qui est négatif, c'est-à-dire que nous aurons un travail qui sera résistant. En effet, le poids va bien s'opposer au déplacement lorsque le système se déplace de A vers B. Ce qui est intéressant d'observer ici, c'est que en fait, ces deux travaux, leur valeur est opposée. C'est-à-dire que tout ce que le système va gagner en énergie par le poids, grâce au poids, lorsqu'il va aller de A vers B, eh bien, il va le perdre lorsqu'il va aller de B vers A. Nous avons donc affaire ici à ce que l'on appelle une force conservative, c'est-à-dire une force qui transforme l'énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur de façon réversible. C'est-à-dire qu'elle va conserver l'énergie mécanique au cours du déplacement. D'où le nom force conservative. Si on continue notre analyse concernant le travail du poids, eh bien on va pouvoir développer l'expression que l'on a trouvée précédemment et on va pouvoir écrire que le travail du poids sur le trajet AB est égal à mgZA moins mgZB. Vous reconnaissez ici l'expression donc de l'énergie potentielle de pesanteur, mgz. Le travail du poids va donc nous permettre de définir l'énergie potentielle de pesanteur. Et on va donc pouvoir écrire que le travail du poids sera égal donc à l'énergie potentielle de pesanteur en A moins l'énergie potentielle de pesanteur en B. Donc pour une force conservative, eh bien on va pouvoir définir l'énergie potentielle
Et donc, dans le cas du poids, le travail du poids sera en fait une variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Mais alors attention, lorsqu'on parle de variation, c'est l'énergie après moins l'énergie avant. Ce qui fait que ici, le travail du poids est égal à moins la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Alors faisons la même analyse pour le travail d'une force électrique. Alors plaçons-nous dans un champ électrique E, on va placer une charge Q qui va subir une force électrique F. Lorsque cette charge va se déplacer de A vers B, donc on va pouvoir noter le travail de la force électrique, donc F scalaire AB. Comme pour le travail du poids, nous allons faire apparaître l'angle θ, et donc nous allons pouvoir écrire que le travail de cette force électrique, c'est QE fois AB fois le cosinus θ, donc l'angle entre la force électrique et le déplacement AB. De la même façon, on va faire apparaître donc un triangle rectangle, et AB cosinus θ va donc correspondre au côté adjacent à l'angle θ que l'on va noter D. Donc notre expression va devenir QE fois D. Et en fait, E fois D correspond à la tension électrique entre A et B. Donc le travail de la force électrique sur le trajet AB correspond à Q fois UAB. Si on calcule le travail de cette force électrique sur le trajet BA, eh bien nous aurons l'expression Q fois UBA. Alors attention donc avec UAB qui est égal à moins UBA. Et bien dans ce cas-là, nous avons affaire là aussi à une force conservative. C'est-à-dire que toute l'énergie qui est donnée par la force F pour aller de A vers B, eh bien, sera reprise lorsque la charge ira de B vers A. Comme nous avons ici une force conservative, eh bien, on va pouvoir définir une énergie potentielle. Donc dans ce cas-là, ce sera une énergie potentielle électrique et qui sera égale à Q fois V, V qui est le potentiel électrique en un point. Alors voyons maintenant ce qu'il en est pour le travail des forces de frottement. Alors on va prendre le cas d'une force de frottement dont la valeur est constante. Donc voilà un exemple d'un objet qui se déplace de A vers B sur lequel s'applique une force de frottement petit f. Eh bien l'expression donc du travail de cette force de frottement c'est petit f scalaire AB. Et dans ce cas-là, l'angle en fait entre cette force de frottement et le vecteur déplacement est égal à 180 degrés. Ce qui fait que, en fait, le cosinus de 180, c'est moins 1. On a donc l'expression du travail de la force de frottement qui est moins F fois AB. Le travail de la force de frottement sera donc négatif. On a donc affaire à un travail qui est résistant. En effet, les forces de frottement, de façon générale, elles s'opposent au mouvement. Si on fait la même analyse sur le trajet retour, c'est-à-dire de B vers A, les forces de frottement s'opposent toujours au mouvement. Et bien lorsqu'on va calculer le travail de cette force de frottement sur le trajet de B vers A, on va retrouver exactement la même expression que le trajet de A vers B. Donc on a là aussi donc, un travail qui est négatif. Dans ce cas-là, toute l'énergie qui a été perdue sur le trajet de A vers B ne sera pas regagnée sur le trajet de B vers A. Elle sera là aussi perdue. Ce qui fait que dans ce cas-là, nous avons une force qu'on va appeler non conservative. Dernière partie de ce cours, voyons comment l'énergie mécanique se comporte au cours d'un mouvement. Alors reprenons l'exemple de notre pendule simple. Au cours de son mouvement, on voit bien que lorsque l'énergie potentielle de pesanteur diminue, l'énergie cinétique va augmenter. Et tout au long du mouvement, l'énergie cinétique va se transformer en énergie potentielle de pesanteur et inversement. Et leur somme sera constante. L'énergie mécanique du système au cours du mouvement ne va donc pas varier. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes dans un cas où il n'y a pas de frottement. On dit alors que l'énergie mécanique se conserve et que la variation d'énergie mécanique est donc nulle. C'est le cas lorsqu'il n'y a uniquement que des forces conservatives qui vont travailler.
ici le poids, puisque nous avons vu tout à l'heure que la tension du fil ne travaillait pas, puisqu'elle est toujours perpendiculaire au déplacement du pendule. Alors, voyons maintenant ce qu'il se passe lorsqu'on rajoute des forces de frottement. Donc, vous pouvez voir ici que l'énergie mécanique ne se conserve pas. Elle diminue. Tout ça parce que le travail des forces de frottement va faire perdre de l'énergie au système. Donc, lorsqu'on a des forces de frottement qui s'appliquent au système, l'énergie mécanique ne se conserve pas, elle va diminuer. Et cette diminution d'énergie mécanique correspond exactement au travail des forces de frottement. On peut généraliser cela grâce au théorème de l'énergie mécanique qui dit que la variation d'énergie mécanique d'un système correspond en fait à la somme des travaux des forces non conservatives appliquées au système, ce qui est le cas pour les forces de frottement. Voilà, ce cours se termine. Au revoir et à bientôt.